Week-end Sport de ce samedi 16 février 2019. Merci de nous renouveler une fois encore votre confiance pour 90 minutes d'informations, d'analyses et de commentaires. Quelques semaines après l'installation du nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de football, le championnat national de première division Vitalor Ligue 1 a été lancé tambour battant avec à sa suite la Vitalor Ligue 2. Puis la Vitalor Ligue 3. Aujourd'hui, le public sportif béninois, autrefois orphelin de ces rencontres de championnat, reprend le chemin des stades chaque week-end dans les 4 coins du pays pour vivre leur passion. Un pari gagné pour la nouvelle équipe de la Fédération béninoise de football dirigée par le président Mathurin Dechacus qui, dans son envie de porter haut l'étendard du football béninois, a reçu l'appui de sponsors, notamment Vitalor et Coris Bank International. Le football béninois remis sur les rails ne manque pas depuis quelques mois de donner de la matière à la presse sportive en même temps qu'il fait couler beaucoup d'encre et de salive quant à la prestation des hommes en noir contestés tous les week-ends dans nos stades et parfois menacés par les supporters intenables. Week-end Sport de ce jour fera le tour d'horizon de ces sujets. Nous recevons donc pour vous une voix autorisée. Premier vice-président de la Fédération béninoise de football, président de la commission centrale des arbitres, président de Béké Football Club, président de l'amicale des acteurs pour le développement du football dans le Septentrion, monsieur Francis Koto-Gbian. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation et pour m'accompagner dans la conduite des débats, je suis accompagné de mon collègue de la division des sports, Dieudonné Babatunde. Bonjour. Bonjour Bruno Soilier, bonjour PVP de la Fédération béninoise de football. Voilà, nous allons donc prendre notre envol, mais pour permettre à notre invité de bien s'installer, pour vous permettre vous aussi de vous installer, pour bien nous capter chez vous, nous allons vous donner les informations de la Ligue 3, l'Union sportive du Borgou. Seul club engagé ici à Parakou dans cette catégorie de compétition était en déplacement le week-end dernier à Nati Tengou, où les Noirs et Jaunes, ou les Jaunes et Noirs, ont affronté l'équipe de Asso Atadonga, score final 2-0 en faveur des visiteurs. À Nati Tengou, l'Union sportive du Borgou a réalisé le gros coup de la 4e journée de la Vitalor Ligue 3. Dauphine, avant cette 4e journée, l'Union sportive du Borgou a ramené 3 points, mais aussi la première place arrachée à Entente FC de Kandi. En déplacement, l'Union sportive du Borgou est difficilement entrée dans son match face à Asso Atadonga. Une première partie en demi-teinte pour les visiteurs. Asso Atadonga en bleu met le pied sur l'accélérateur, mais la solide défense de l'Union sportive du Borgou contient les assauts de l'adversaire. À la pause, le staff technique des Blancs et Noirs replace les pions et remonte le moral aux joueurs. Les effets sont immédiats en deuxième partie. L'Union sportive du Borgou surclasse Asso Atadonga. Fustel Kounoudi ouvre le score à la 67e minute. L'Union sportive du Borgou, gagnée par la confiance, prend l'ascendant sur Asso Atadonga. 75e minute, Imoru Lilouane s'infiltre dans la défense et obtient un pénalty. Le capitaine Djibril Boukari s'en charge et corse la marque à 2-0, qui restera le score final de ce match. Vous avez constaté comme moi, le début du match était la nôtre. Bon, vous voyez, aujourd'hui, on dit le football c'est toute une organisation et ça part de quelque chose. Vous voyez, on ne peut pas entrer dans les détails, mais vous voyez, la deuxième partie n'a pas été favorable pour nous. Du moment où les enfants ont beaucoup péché. Quand vous avez des occasions et que vous ratez, forcément, ça va revenir dans votre camp. Parce que si les autres en ont une qui doivent mettre au fond, voilà le résultat quoi. Ce qui a touché le mental, je ne saurais dire. Vous voyez, j'ai dit, quand on prend la deuxième partie, où on pouvait. Sauf que quand, à la mi-temps, on dit de continuer à pousser parce qu'on a besoin de 3 points. Et qu'au lieu de pousser, on se met à reculer. Ou bien on joue sur presque notre moitié. Vous voyez que ça ne peut pas aller.
on est tellement déçus de ce match. Parce que ce qu'on espérait, on n'a pas eu ça. Donc, nous savons que nous avons joué. Mais compte tenu de l'arbitrage, nous avons perdu. Et nous avons eu un temps fort et nous n'avons pas su marquer. C'est Dieu qui décide qui doit gagner, qui ne doit pas gagner. Nous remercions Dieu pour cette défaite aussi. On va se reprendre. Je ne peux que remercier Dieu, mais seulement que je ne suis pas du tout content de la prestation de mes poulains ce soir, parce que c'est une équipe qu'on devrait vraiment toucher. Mais Dieu merci, on a fait l'essentiel, on a eu les 3 points. Je ne peux que rendre grâce à Dieu et continuer toujours à faire le travail avec eux. 45 premières minutes, honnêtement, je les ai méconnus. Dans la deuxième partie, il a fallu que je gronde un peu pour que les choses puissent changer. Je vais revoir tout ça là dès lundi à l'entraînement et essayer de corriger. On espère toujours pour les fois venus. On espère toujours pour les matchs, les fois venus, qu'on puisse gagner tous les matchs. On va vite conclure le système de jeu. C'est ce qui est arrivé. Oui, aujourd'hui, on n'a pas joué correctement comme avant. Et la chance s'est sourie à notre côté, on a gagné 2-0. Mais ce n'est pas encore ça. On va encore travailler pour voir si ça va marcher prochainement. Première partie, on les a observés jouer. Mais je ne sais pas, mes coéquipiers et moi, on ne sait pas ce qui est arrivé. Mais en seconde partie, on a essayé de motiver, on s'est motivé et la chance s'est sourie de l'autre côté. On revient à Tengu encore pour le défier. Pour défier, comment on appelle, la Club de Nati. 4e victoire d'affilée en autant de matchs, l'Union sportive du Borgou est étincelante en ce début de championnat. Aucune défaite, aucun match nul et aucun but encaissé. Cette victoire à l'extérieur de l'Union sportive du Borgou propulse le club en tête de la poule B du championnat national de 3e division avec 12 points. Une place arrachée en Entente FC de Kandi, témoin oculaire de la victoire du nouveau leader face à Assoata Donga et perdant 24 heures plus tard face à Lyon FC de Nati Tengu. Voilà, vous l'avez donc compris, l'Union sportive du Borgou occupe donc la place de leader dans le groupe B de la 3e division, le championnat national. Nous allons toujours suivre cette équipe qui se déplace une fois encore ce week-end, cette fois-ci pour affronter à Nati Tengu toujours, Racing Club de la ville. On va suivre les préparatifs du club avant ce déplacement qui s'annonce très très difficile parce qu'il y a en jeu la première place à conserver. Repartir à Nati Tengu pour prolonger la série d'invincibilité, les joueurs de l'Union sportive du Borgou et le staff technique n'ont que ça dans la tête. Après leur victoire 0-2 à Nati Tengu face à Assoata Donga, l'Union sportive du Borgou compte y retourner en conquérant avec bien entendu la victoire du week-end dernier dans la même ville qui a permis au club d'arracher la première place de la poule B du championnat national de 3e division à Entente FC de Kandi. Le match passé, ce n'était pas facile pour nous, puisque on n'était pas bien rentré sur le match. On se mettait un peu la pression, ce qui a fait que dans les premières parties, on a eu à jouer un peu reculé. Mais avec les consignes des coachs et des dirigeants, on a eu à nous ressaisir et à mieux jouer. La deuxième partie a été parfaite pour nous, parce qu'on a eu à marquer 2 buts et on s'est bien imposé et on a remporté les 3 points. Je dirais que c'est en première mi-temps qu'on était passé à côté de notre match. Mais vu l'expérience du coach qu'on a, les consignes reçues, on a changé. Il fallait qu'on change le match, on l'a fait. Et voilà, le résultat était à 2-0. 4 matchs, 4 victoires. Depuis le lancement de la Vitalor Ligue 3, les Jaunets Noirs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le déplacement de Nati Tengu s'annonce difficile, mais la victoire n'est pas impossible puisque lors des 2 dernières journées, l'Union sportive du Borgou s'est offerte d'abord Lyon FC puis Assoata Donga de la même ville. Prochain adversaire, Racing Club de Nati Tengu. Je sais que ça ne serait pas un match facile pour nous parce qu'ils ont 3 clubs là-bas et on a gagné 2. Donc ils ont eu le temps nécessaire de pouvoir connaître l'USB. Mais n'empêche, puisqu'ils sont derniers, nous on est premiers. Donc c'est pourquoi je vous faisais comprendre tout à l'heure que ça ne serait pas un match facile. Mais on est en train de voir ce qu'il faut pour que le dimanche de moins, on puisse tout faire pour pouvoir avoir ces 3 points-là, puisque c'est très très important pour l'USB. Ici, le travail est acharné pour faire un carton plein face au club de Nati Tengu et le moral gonflé à bloc pour faire un résultat ce week-end. C'est un travail tactique.
Donc on joue en attaque placée, en attaque rapide. Et il faut garder la conservation de balle, c'est le but du travail. Et la finition devant le but. Normalement, comme d'habitude, la victoire, on les a habitués à des victoires, donc il faut qu'on enchaîne. Il faut qu'on les fasse plaisir pour ne pas les décevoir. Bon, actuellement, on s'entraîne. On est en train de préparer le match prochain qui se jouera à Nati. Et avec le soutien aussi des coachs, nous promettons aux fans et aux supporters que nous allons remporter ce match. Comment coulisser, aller faire les couvertures, comment préparer les frappes pour comment préparer les frappes, dans quel moment, dans quelles conditions il faut frapper, c'est ça là, je suis en train de travailler avec eux et comment coulisser surtout. Racing Club de Nati Tengu, Union Sportive du Borgou, un match très capital pour les deux clubs. D'un côté, Racing Club de Nati Tengu en quête de repositionnement dans la poule B et de l'autre, l'Union Sportive du Borgou qui devra consolider sa place de leader, conserver son brillant début de saison, un match qui lui permettra d'enchaîner 5 victoires en autant de matchs. Voilà, tout est maintenant actif au Bénin, la première division, deuxième et troisième division. Tout passe, président Francis Kotogbia, à l'arrivée et à l'installation du nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de football, dont vous êtes le premier vice-président. C'était, on va dire, une des promesses faites très tôt au public sportif béninois, la relance du championnat national. C'est désormais chose faite. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, chaque week-end, nous sommes, on va dire, gâtés. Parfois, nous avons même l'embarras du choix dans les rencontres parce qu'il y a des rencontres de deuxième, troisième division, première division et parfois on est même partagé. C'est un pari quand même gagné pour le nouveau bureau exécutif de la fédération. Absolument, c'est un pari gagné. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour les efforts que vous faites pour informer vos téléspectateurs. Et toutes les fois que l'occasion le permet, quand vous apprenez que je suis dans les environs de Parakou, vous ne cessez de venir vers moi pour qu'on puisse un temps soit peu déblayer un peu les critiques, les analyses, les commentaires par rapport actuellement au championnat qui se déroule. Je crois que, comme vous venez de le dire, c'est une pari gagné. J'étais dans votre studio ici, je crois, il y a quelques mois. Oui. Et on a parlé de ça, le championnat n'était pas encore lancé. Les gens continuaient même de douter encore. Est-ce que vraiment, vice-président, le championnat tant annoncé va effectivement démarrer? Et vous avez vu, chose faite, je vous ai dit que le championnat va démarrer et il a effectivement démarré. Donc, et comme vous le dites maintenant, c'est avec fierté que je retrouve ce soir, ce midi avec vous, oui. Samedi 16 février, voilà, pour dire effectivement ce que j'avais dit, c'est effectivement concrétisé, c'est effectivement réalisé. Donc le championnat est chose réelle. La troisième division, la deuxième division, la première division sont vraiment en train d'être menées. Et le championnat féminin qui est mijoté actuellement, voilà. La régionale dans nos départements qui va également être lancée. Voilà, voilà. Donc ça veut dire qu'on est effectivement, comme on le dit maintenant, permettez-moi le langage vulgaire, on est à 100 à l'heure dans nos activités. 100 à l'heure, je pense que c'est au grand bonheur du public sportif et de nos reporters sportifs. Mais il y a tellement à dire dans ce championnat. Vous êtes dans le pays, vous entendez plein de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur les organes de presse également. On va y revenir, mais avant, je vous propose qu'on aille du côté de la régie pour suivre le grand derby septentrional qui a opposé le week-end dernier, c'est toujours le championnat, qui a opposé donc les Buffles du Borgou, leader actuel du championnat national Vital en Ligue 1, qui accueillait Panthère FC de Djougou, son ennemi, on va dire, au plan footballistique juré. Et c'était une fois encore un match qui a fait le plein du stade Omnisport de Parakou.
Voilà, c'était donc le grand format du derby septentrional remporté par les Buffles du Borgou face à l'équipe de Panthère FC. On va parler maintenant de Béké Football Club avec vous, président Francis Koto-Gbian. Depuis quelques jours, vous avez entrepris des activités pour la visibilité du club et en tant que président aussi, vous avez voulu vous faire plus proche de vos supporters, n'est-ce pas, Dieudonné? Oui, forcément, le président Gbian, on l'a vu à travers les réseaux sociaux, qui a effectué une rencontre, qui a convoqué une séance avec les supporters de Bembereke Football Club. Président, vous êtes sur ce plateau. Et parlez-nous un peu de cette séance, ces échanges que vous avez eus avec les supporters de votre club. Merci beaucoup. Je pense que l'échange que j'ai eu avec les supporters de Béké n'était rien d'autre que l'information qui consistait à leur dire que le stade de Bembereke étant retenu parmi les stades qui doivent connaître des aménagements substantiels, qu'il fallait alors délocaliser les matchs de son club, donc Béké FC, vers un autre terrain. Et que le terrain retenu, et je peux dire homologué par la Fédération béninoise de football, ça va être le terrain de Ndali. Donc, il ne fallait pas que ces supporters apprennent ça dans les réseaux sociaux ou par des personnes interposées. Donc, je m'étais dit, il fallait les rencontrer et leur dire, voilà les raisons pour lesquelles Béké devait aller jouer son match à l'extérieur, en dehors de Bembereke. Et c'est ça que nous avons organisé le jeudi soir, après l'entraînement. Donc, j'ai assisté à l'entraînement de Béké. Et après l'entraînement, comme les supporters sont généralement nombreux à venir y assister, oui. On a profité, on a improvisé en même temps une séance pour leur annoncer la nouvelle et leur dire les raisons pour lesquelles cela a été pris. Alors, comment est-ce que cette nouvelle de devoir se déplacer et faire la distance Béké et Bembereke Ndali pour suivre les matchs, comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie par les supporters? Bon, mais en fait, les supporters, c'est clair, ils ne peuvent pas aimer cette nouvelle. Oui. Quels que soient les motifs, dès lors que votre équipe va toujours aller jouer à l'extérieur, ceux qui juste avaient leurs pieds pour aller au terrain, n'ont même pas 100 francs pour prendre du demi-gens, qui du coup se trouvent alors privés à devoir prendre un taxi. Voilà, à devoir prendre un taxi pour aller ou une moto. À Ndali, c'est compliqué. Oui. Mais ce que j'ai retenu de très positif, c'est qu'ils se sont dit c'est pour une bonne cause. Parce que nous voulons avoir une amélioration dans nos installations, nous devons alors faire ces sacrifices. Ils ont dit, président, tiens-toi bien, nous allons faire ces sacrifices avec plaisir. Et nous qui avons les moyens, nous irons à Ndali supporter notre club comme s'il jouait à Bembereke. Donc, je peux dire de façon résumée que ça n'a pas été bien pour eux qu'on dit que le club ne va plus jouer sur les installations. Mais de l'autre côté, ils ont dit qu'ils sont engagés toujours à supporter Béké. Et ceux qui peuvent se déplacer, se déplaceront. Et c'est aussi ça l'amour des supporters pour leur club. Oui, Dieudonné, vous avez... Oui, on sait que le président Francis Koto-Gbian n'aime pas faire les choses à moitié. Et en même temps, après cette séance, il s'est rendu du côté de Ndali pour rencontrer encore les autorités en charge des sports du côté de Ndali. Il aurait pu s'en tenir à cette rencontre des supporters de Béké à Bembereke, mais forcément que sa présence à Ndali va participer à consolider les liens de fraternité qui ont entre Ndali et Bembereke afin que désormais, beaucoup plus de supporters de Bembereke résidant à Ndali puissent sortir massivement. Effectivement, comme vous avez su bien le dire, j'ai fait les deux sens. Donc j'ai fini Bembereke le jeudi et hier, vendredi, j'ai encore fait la même démarche en direction de Ndali. Donc ce vendredi, le vendredi passé, je veux dire, nous avons effectivement tenu une réunion dans l'arrondissement central au cours de laquelle j'ai annoncé la nouvelle. Vous comprenez que contrairement à Bembereke, ceux de Ndali, c'était la liesse. Il s'est dit, vraiment, nous on prenait taxi pour aller à Bembereke. C'est nous qui nous déplacions. Voilà, maintenant on veut nous amener le match à Ndali. Président, vraiment merci beaucoup pour ce gros cadeau. Et merci. Et ils m'ont dit qu'il faut que le public de Bembereke se dise que Béké joue à Bembereke.
Parce que comme Babatunde vient de le dire tout à l'heure, effectivement, Ndali Bembereke, c'est comme une sœur. Et moi, je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une synthèse des deux. Je suis de la commune de Bembereke et particulièrement de Ina, un village qui est à 9 km de Ndali. Oui. J'ai fait toute ma... Je peux dire que Ndali est le précurseur, c'est la ville qui m'a fait monter dans le football. Qui vous a lancé. Qui m'a lancé. Oui. J'ai été président de la sous-commission des arbitres de Ndali pendant 10 ans, de 87 à 97. Et j'ai participé à tout ce qui est animation au niveau du football de Ndali durant les 10 ans. Et depuis que l'équipe de Ndali s'appelait Volcan, et jusqu'à ce que cette équipe devienne désormais Kerry FC. Donc, c'est en matière de football, en matière de sport, je me retrouve même plus de Ndali que de Bembereke. Et je suis président de Béké parce que je suis originaire de Bembereke. Oui. Mais de fait, sur la pratique, je peux dire que je suis même vraiment plus connu à Ndali qu'ailleurs. Et ils sont contents, ils ont dit, mais président, c'est toi qui avais animé la vie footballistique pendant 10 ans. Donc Dieu a voulu encore que Béké vienne. Et c'était au moins souhaité que le fait que j'ai amené Béké jouer à Ndali, que Dieu fera alors que Béké va prendre la tête du championnat. Et c'est ce qu'on vous souhaite également sur ce plateau et que certainement les supporters vont entrer en prière pour que ce soit ainsi, pour que cette ville qui vous a lancé aujourd'hui vous donne encore la tête du championnat. On va toujours rester avec Béké. Le week-end dernier, c'était la 15e journée de la Vital'Or Ligue 1. Béké Football Club accueillait l'équipe de Soleil FC. Un match qui a tourné à l'avantage donc de Béké FC par la plus petite des marques, 1-0. On va suivre les images de cette rencontre et on revient juste après. Président Kia, oui, tu as con Sony Soa, on y a mané et con équipe Somi, pour le stade à droite nous a un remplacement pour. Même ballon y a les 3000, ça va première division. Équipe professionnelle, madame ham tableau de remplacement, na équipe na. Merci beaucoup. Je suis en train de voir l'organisateur de BKFC. Et avec son très beau maillot jaune et noir. Nous allons vous communiquer dans quelques petits instants les. Voilà. Et c'est parti ici à Bembereke pour ce match qui oppose l'équipe des guerriers au Soleil FC. Et une position irrégulière déjà sifflée par le juge central du jour. Et Soleil qui va essayer de remettre le ballon en jeu. Entre-temps, intercepté dans le rond central par l'équipe de BKFC qui va essayer d'amorcer une contre-attaque avec Kawiou. Qu'est-ce qu'il fait? Un joli centre certainement. Ballon récupéré par Adosé. Pour qui? Position de la jeu. Attention, ce ballon est mal exécuté par Liliwan. Abanda, qu'est-ce qu'il va faire? Il retrouve Ramzi. Ramzi qui retrouve Mohamed. Le 1-2 fonctionne, mais la passe n'est pas bonne. Abanda, au contrôle. Tajoudine. Il joue avec Mohamed. Qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de dribbler son vis-à-vis. Attention, ça n'a pas marché. Il va jouer latéralement, non. Fait une faute. Faute non loin de la ligne centrale. Oui. Le dégagement est effectué. Kremer, qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve Pizarro en jeu. De Mounirou, qui était titulaire à Porte-Nouveau. Attention, ballon saisi par le gardien de Soleil FC. Il faut dire que pendant ce temps que le Dragon mène 1-0 face à une tribunal
Wenem, but marqué par Bala Alabani, l'auteur du but contre le BTFC. Il vient de récidiver ce soir encore. Dragon 1, but 0. Il fait d'ailleurs partie des meilleurs buteurs du championnat, il faut le rappeler. Exactement. J'avais quand même apprécié déjà cet appel de balle. Malheureusement, il a été mis en position d'enjeu par la défense de Soleil FC. Qui est aujourd'hui en Soleil FC. Kawiou qui va effectuer le touche. Le touche sur la tête de Pizarro. Oh là là! Quelle la tête de Pizarro! BTFC a failli ouvrir le score ici. Alors qu'on joue la 26e minute de jeu, toute la défense était restée attentive. Première occasion dangereuse du match. À mettre à l'actif de Samiou Pizarro. Alors que le gardien est employé par son coach. Jonas Bidé, ancien gardien des écureuils. Et ce dégagement, il est manqué, mais Soleil va essayer de se rattraper. Côté Ruffin, en tout cas pour ce que nous sommes en train de... J'avoue très merci de sa place à Maman Souraka. Maman Souraka qui, d'habitude, joue la pointe. Est-ce qu'il va jouer excentré? On va le voir avec ce geste à suivre de Mohamed Saka qui est raté. Et je crois que... Attention, Pizarro. Il y a une faute qui est réclamée par Pizarro. De façon, on va voir d'ici à là ce qui va se passer comme repositionnement. Pour l'instant, il rate sa frappe. Il rate sa frappe. Ça, c'est une occasion manquée. Mais la frappe était écrasée. Maman Souraka qui... Il a été bousculé. Oui. Une simulation. Et il avertit déjà le joueur parce que j'ai vu la biscotte jaune qui est déjà sortie. Alors qu'il y a... L'arbitre essaie de mettre de l'ordre de l'autre côté. Alors qu'il y a 7 joueurs de PKFC dans la zone de vérité. Mohamed qui se bien capté par le gardien de Soleil FC. Oui. Et là, moi je n'ai rien compris sur cette action. Le gardien, il demande déjà pour gagner. Même son coach n'est pas d'accord avec lui. On n'est pas sur le terrain pour savoir s'il est blessé, mais on voit quand même que le coach n'est pas d'accord avec le coach Jonas Bidé qui se plaint. Il n'est pas d'accord avec l'attitude de son gardien de but, mais peut-être qu'il s'est blessé et pour se blesser, on n'a pas besoin d'être... Voilà, ça peut arriver tout naturellement comme ça. Les joueurs de PK Club qui en profitent pour se concerter. Voilà, alors que nous sommes en train tout doucement d'aller vers la fin de cette première mi-temps. Il faut dire que le score reste toujours inchangé. Rencontre de la 15e journée de la Vitala Ligue 1. Et c'est parti ici pour la deuxième mi-temps. Le dégagement de Kawiou qui retrouve Pizarro, qui joue avec Ramzi. La frappe de Mohamed qui était écrasée. Voilà de Mohamed. Une entame timide de cette seconde mi-temps avec deux joueurs de Soleil FC qui se sont retrouvés au sol successivement au sol pratiquement dans la même minute. Attention, Ramzi pour Pizarro. La belle passe de Pizarro qui va faire quoi? L'arrêt du gardien. Arrêt du gardien. Lui n'était pas vigilant. Lui qui a été blessé. Attention à cette récupération de Soleil FC. Un contre-attaque qui va s'amorcer. Oui. Il centre, mais Lilouane était à la réception. Et Ramzi va repartir. Attention à ce. Le contrôle de Ramzi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il retrouve Mohamed. Mohamed pour qui? Pour Souraka.
de Ramzi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il retrouve Mohamed. Mohamed pour qui? Pour Zouata. Aziz Koto Chabi. Nous saluons je disais la présence de Aziz Koto Chabi du TG, le chef d'arrondissement de Bembereke, Germain Korassolo. Le directeur technique, toujours au côté du coach et du attention, Pizarro qui va faire quoi? Il dribble. Il va essayer de passer sur Bitabi. Il faut également dire que le banc n'est pas en faveur de la situation de Zouata. Pizarro en réflexion. Attention! Ça n'a pas été facile. Cela ne veut pas dire que l'adversaire en face était plus fort. Je ne peux pas l'expliquer parce que on s'est bien préparé pour le match. Nous avons pu faire l'essentiel. On s'est quand même créé des occasions. Nous n'avons pas pu tous les concrétiser, mais l'essentiel a été fait. Notre objectif premier, c'est de jouer les premiers rôles. Vous voyez? Mais maintenant, nous rencontrons des difficultés et nous allons continuer par travailler. Seul le travail paye. Nous allons corriger toujours les lacunes. La dernière fois, si nous avons perdu, ce n'est pas que les occasions ont manqué, mais cette lucidité-là a toujours manqué devant. Moi, je suis satisfait de la prestation des deux équipes cet après-midi. Je suis satisfait de la prestation de mes poulains, d'autant plus qu'ils se sont donnés corps et âme. Et pour quand même, au pire des cas, rentrer avec un point, mais ce qui n'a pas été le cas. Et compte tenu de l'état du terrain, ils se sont bien comportés, ils ont respecté les consignes. Et finalement, on a perdu par un score de 1-0. Il a fallu quelques maladresses au niveau du milieu du terrain. C'est ce qui a fait qu'on a encaissé ce but. Et vraiment, je tire un chapeau à l'adversaire pour avoir maîtrisé son terrain et a su gérer le jeu jusqu'au bout. Voilà, donc 1-0 en faveur de Béké Football Club. Dans le même temps, l'ASPAC s'est incliné face à la JSP 3-0. Asvo a battu la Jacques. Avran Comnisport s'est incliné à domicile face à ESAE 0-1. Énergie a battu Ayema 1-0. Buffle a battu Panthère, vous venez de le suivre. Béké également a battu Soleil 1-0. Assos et Kraké ont fait match nul, 1 but partout. UPI ONM s'est incliné à domicile face à Dragon 0-4. Et Tonnerre a fait match nul avec Dynamo d'Abomey, 1 but partout. L'AS Police était donc au repos. Président Francis Kotogbien, comment se porte aujourd'hui Béké Football Club? Eh bien, vous venez de suivre le match de Béké. Je crois que nous avons commencé un championnat timidement. Vous avez vu, contrairement aux autres années, Béké a eu de la peine les premiers moments. Mais j'ai l'impression que ça commence par revenir. Surtout, notre problème, c'est la défense.
Et notre problème, c'est les matchs à l'extérieur. Donc à ce niveau, je crois l'équipe dirigeante, le staff, tout le monde s'est mis à l'œuvre et nous sommes en train de solutionner à petits coups ces insuffisances. Mais la vraie solution viendra au niveau du mercato parce que nécessairement, il faut forcément corser l'équipe, il faut faire des recrutements. Nous avons déjà ciblé les postes qu'il faut recruter, nous avons déjà les joueurs qu'il faut recruter, mais on attend seulement que le mercato arrive. Mais avant le mercato, les 4 matchs qui suivent, il faut qu'on les gère de façon efficace. Et je crois que si nous arrivons à nous mettre les 4 matchs qui arrivent, nous n'allons pas, comme on le dit, boire assez d'eau avant de commencer les matchs retour. Voilà, donc Béké actuellement, après cette 15e journée, occupe la 3e place derrière Buffle et JSP. Vous avez donc 24 points. C'est toujours ça, à chaque saison, Béké joue toujours le haut du tableau. Béké n'a jamais été ridicule depuis la 2e division et c'est encore le cas cette année. L'année passée, ou la saison dernière, j'allais dire, Béké a frôlé de peu les play-offs. Et cette année encore, vous êtes sur la même lancée. Ah oui, comme vous l'avez dit, Béké n'a jamais joué les derniers rôles. Nous sommes toujours dans les pelotons de tête. Et je crois que cette année, ce serait pareil. À défaut d'être champion, ce n'est pas qu'on dit qu'on ne sera pas champion. Mais je dis, si nous ne devenons pas champions, au moins nous serons dans le peloton de tête. Il faut tout faire pour être parmi les premières équipes. Et c'est un objectif et nous allons l'atteindre. Voilà, je rappelle que vous ne comptez que 14 matchs derrière d'autres équipes qui en comptent 15 déjà. Ça veut dire qu'il y a encore un match à jouer, donc en retard vis-à-vis d'autres équipes de la première division toujours. Donc, c'est dire que Béké pourrait passer encore plus devant avec un peu de concentration et tout le travail qui se fait derrière. Maintenant, vous allez, on va dire, être interviewé sur ce plateau par rapport à votre position de président de la commission centrale des arbitres. Il a été, on va dire, remarqué et assez récurrent que pendant ces différents championnats de la première division jusqu'à la 3e en passant par la 2e, que presque à chaque match, les arbitres sont indexés. Il y a toujours des remous, les coups de sifflet font toujours rage dans les tribunes, c'est contesté, les supporters s'emportent toujours. Heureusement, la police républicaine est toujours là pour recadrer les choses. On va écouter d'ailleurs comme preuve quelques entraîneurs de première, 2e ou 3e division et aussi quelques joueurs qui se plaignent de l'arbitrage après les matchs. C'est devenu pratiquement la chanson que nous, la presse, nous recueillons lors de nos interviews après les matchs. Et juste après, on va revenir pour parler avec vous de l'arbitrage, cette question qui fait beaucoup de bruit dans nos différents championnats. L'avantage à domicile à jouer. J'ai marqué dans de bonnes conditions et c'est refusé. Cela peut être peut-être le but de la victoire, mais la vapeur a été, la tendance a été renversée et puis c'est ça. Peut-être l'argent n'est pas trop de mon côté ce soir. Si on avait accepté le but, c'est moi qui remporte. C'est tout. Je vais dire, dans l'ensemble, c'était un bon match. On avait affaire à une bonne équipe qui jouait bien au ballon. Mais moi, je ne suis pas satisfait de l'arbitrage. Parce que si on doit toujours continuer. Vous avez vu, le seul but que j'ai encaissé, c'est sur une erreur d'arbitrage. N'eût été l'arbitrage, je n'allais pas encaisser ce but. Deuxième chose, vous avez vu en deuxième partie, nous n'avons même pas joué 30 minutes de jeu. L'adversaire a passé son temps, tout son temps à se coucher sur le sol. Et au finish, l'arbitre donne 4 minutes d'arrêt de jeu. Je ne comprends pas. Alors qu'on a fait tous les changements de mon côté, l'adversaire aussi a fait tous ces changements. Et avec ces arrêts où tout le temps ils sont restés au sol, on vient de donner 4 minutes. Alors. On a marqué des buts que l'arbitre n'a pas validé. Un but peut relancer le match. Donc, quand même, je tiens quand même à féliciter l'équipe adverse qui a produit vraiment du beau football. Je ne veux pas parler, parce que si je parle de l'arbitrage aujourd'hui, on dira toujours que l'arbitrage, toujours l'arbitrage. Vous-même, vous avez constaté un pénalty de nulle part. Un pénalty de nulle part. Cela n'explique pas le fait qu'on n'a pas pu marquer, mais vous voyez, au lieu de la défaite, le nul serait encore préférable. Toujours l'arbitrage, c'est impossible. C'est impossible. C'est très impossible. Donc voilà, tout ça, il faut que la fédération revoie tout ça. C'est pas possible. Nous savons que nous avons joué,
Mais compte tenu de l'arbitrage, nous avons perdu. Et nous déplorons vraiment ce cas. On aimerait que les fois à venir, les arbitres puissent prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Car aujourd'hui, nous voulons que notre football avance, mais nous ne voulons pas qu'il retourne derrière. Donc, qu'ils sachent comment ils doivent siffler. Ils ne doivent pas prendre le parti d'une équipe et laisser l'autre. Mais tel que le match avait vraiment un enjeu, que ce soit, c'est-à-dire au niveau de la zone, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau du classement, nous on a essayé de parler aux joueurs, donc ils ont essayé de faire de leur mieux. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir vraiment pour notre football, ça roule bien. Au niveau compétent des poulains, tout le monde se donne, mais il faut encore revoir le côté arbitrage. Je n'ai pas l'habitude de me prononcer là-dessus. Je suis vraiment patient par rapport à ce côté, je ne me prononce pas, mais vous allez voir que sur certaines actions, ce n'est pas à moi de répéter, de dévoiler encore des actions. Vous-même à votre niveau, vous êtes des journalistes, faites des analyses par rapport à ces fautes. L'année passée, elle est descendue en bien division. Voilà, donc c'était là les plaintes recueillies ici et là. Il y en a bien plus encore, mais on vous en a fait grâce, Président. Alors, vous êtes à la tête d'une commission qui, on va dire, dont les agents ou les subordonnés, je dirais ça ainsi, sont indexés tous les week-ends. Ma première question à votre endroit, c'est comment ça s'organise les week-ends pour affecter à chaque match des arbitres? Comment la commission centrale des arbitres fonctionne-t-elle? Ok, merci. Bon, je vais d'abord un peu porter un rectificatif là. Oui. Actuellement, les nouveaux tests de la fédération parlent de la commission des arbitres. D'accord. Ce n'est plus la commission centrale des arbitres. On parlait de CCA avant, maintenant c'est la CA. Oui. Je crois que la commission des arbitres, en son sein, a une sous-commission qui est chargée de la désignation hebdomadaire des arbitres. Et cette sous-commission est composée des arbitres, des anciens arbitres chevronnés qui sont vraiment des références pour l'arbitrage au Bénin et dont la moralité n'est plus à démontrer par le passé. Donc nous n'avons pas choisi n'importe qui. Ils sont au nombre de 4. Et c'est ces 4-là, tous les mardis, qui se retrouvent pour faire les désignations des arbitres de la semaine. Mais imaginez, par semaine, nous désignons 112 arbitres. Chaque week-end, il faut désigner 112 arbitres. Et à ces 112 maintenant... Ouvrir tous les matchs. Ouvrir tous les matchs. Et à ces 112 arbitres, maintenant, il faut ajouter à partir de la fin de ce mois, les arbitres qui vont arbitrer les matchs du championnat féminin. Donc nous allons aller après de plus de 150 arbitres par semaine. Cette commission travaille tous les mardis. Quand la commission commence à 9h-10h, au plus tôt, ils finissent à 19h. De toute manière, les désignations qui me sont passées, toutes les désignations faites sont soumises à mon appréciation d'abord. Donc je reçois généralement la première monture pour appréciation après 0h, 1h du matin. Et il faut toujours les valider dès que vous les avez, parce qu'il faut que le mercredi en même temps, qu'on puisse valider, c'est-à-dire informer pour que certains arbitres, il y a des arbitres qui sont fonctionnaires, il y a des arbitres qui ont des obligations professionnelles, qui sont à Cotonou, qui seront peut-être désignés pour Natitengou, pour Kandi et autres là. Donc c'est tout un travail. Tout un travail. Et moi, j'ai aussi ma méthode de contrôle. Donc je contrôle pour voir si les principes que nous nous sommes donnés sont respectés, parce que nous ne voulons pas que les arbitres soient toujours sur le même match. Mais par contre, nous avons une difficulté. Vous savez, l'arbitrage, c'est comme dans l'armée. Nous avons des grades, nous avons des anciennetés. Vous savez, il y a les arbitres de district, c'est le bas niveau. Il y a les arbitres de ligue, il y a les arbitres maintenant fédérales. Et parmi les arbitres fédéraux maintenant, il y a certains qui sont internationaux, donc qui sont FIFA. On peut être arbitre fédéral et ne pas être arbitre international. Et toutes les fois que nous faisons cette désignation, nous désignons aussi sur ces matchs-là ce qu'on appelle les inspecteurs de match. Un inspecteur de match, c'est un ancien arbitre avéré qui est désigné pour aller suivre l'arbitre, le comportement de l'arbitre au cours de match. Au moment où vous vous occupez du ballon, vous occupez des joueurs, lui s'occupe du comportement de l'arbitre. Est-ce que l'arbitre respecte les lois du jeu? Est-ce que l'arbitre
il ne fait pas ce qu'il veut. Et à la mi-temps, au vestiaire, vous allez voir l'inspecteur, qui est souvent discret, que vous ne voyez pas, va toujours, et ils font un genre de mi-bilan. Et il dit à l'arbitre, voilà, j'ai suivi le match, c'est bien ou bien c'est pas bien, à tel endroit, voilà si, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire ceci. Et il lui donne des conseils. Et à la seconde partie encore, c'est la même chose. Vous allez voir, parfois, il y a des matchs où des arbitres font des trucs de la première partie, et à la seconde partie, se corrige. C'est tellement le conseil de l'inspecteur est passé par là. Et c'est le rapport de l'inspecteur qui permet de donner à chaque arbitre une note par match. Et c'est la sommation de ces notes que nous faisons en fin d'année, en fin de saison plutôt, pour classer le premier arbitre, le deuxième. Et c'est sur la base de ces classements qu'on désigne quels sont ceux qui sont promis pour être arbitres FIFA. Donc ça veut dire que les arbitres eux-mêmes savent que... Ils sont en examen. Ils sont en examen à toutes les fois. Voilà, toutes les fois qu'ils sont désignés, c'est que l'inspecteur est toujours derrière eux. Et nous nous arrangeons pour que les inspecteurs soient des gens vraiment corrects. Et les inspecteurs eux-mêmes, quand ils faillissent à leur mission, ils sont toujours sanctionnés. Voilà en fait comment les désignations se font. Et comme je le disais, il dit que l'habitat est comme l'armée. Il y a des matchs pour lesquels les arbitres qu'on doit désigner sont connus. C'est pas dit l'habitat est connu, mais les arbitres sont connus. Pour tel match, il faut voir le match de Buff Panthère par exemple. Un derby au nom du Septentrion, il y a un échantillon d'arbitres sur lesquels on doit choisir. On ne peut pas aller en dehors de la taille du match. Compte tenu de la taille du match, compte tenu des enjeux du match, compte tenu de la tension que nous allons voir le match. Un autre arbitre, je ne peux avoir le même diplôme, mais il n'a pas la même expérience. Et c'est pour ça que c'est tout un travail. Tout un travail. Si vous allez voir cette commission travailler, mais vous-même vous allez comprendre que ce n'est pas de l'amusement. Et généralement, c'est des gens qui laissent leur activité et prennent toute la journée que pour ça. Voilà en fait, de façon résumée, comment les désignations se font toutes les semaines. Oui, Président, vous venez de nous expliquer un peu comment les désignations se font chaque semaine. On a compris à travers vos explications que c'est un grand travail, c'est une commission qui fait beaucoup pour pouvoir satisfaire les spectateurs, mais forcément ce n'est pas le constat ou ce n'est pas ce qui ressort de l'appréciation du commun des mortels. C'est vrai, le spectateur ne peut pas avoir la même appréciation que ceux qui ont travaillé. Vous faites l'effort de satisfaire à ce que les matchs puissent bien se dérouler, que les arbitres puissent bien conduire ces matchs, mais à la fin, c'est toujours des récriminations. À quoi cela peut-il être dû? Bon, mais voilà un domaine technique. Le football, c'est un domaine technique. On ne fait pas ce qu'on veut sur l'aire de jeu. Tout est cadré, tout est prévu par les lois de jeu. Et voilà, même parfois des joueurs qui ne connaissent même pas les lois de jeu. Et c'est pour ça que dans des pays sérieux, chaque club doit avoir un arbitre. Chaque club doit avoir un arbitre conseil. Et il y a des, comme ils font les entraînements, il y a des jours où le club ne reçoit que les conseils de l'arbitre sur les lois de jeu. Voilà, on peut dire, aujourd'hui nous allons étudier l'enjeu par exemple. Et l'arbitre vient l'exposer avec projecteur à l'appui. Voilà les différentes phases de l'enjeu. Voilà. Le coup franc. Dans quelles conditions un arbitre peut siffler un coup franc direct? Dans quelles conditions c'est un coup franc indirect? Je parie que la plupart de nos joueurs ignorent tout ça. Mais si le joueur lui-même qui vit de cette activité ne connaît même pas, vous n'allez pas demander ça aux supporters qui vient juste les dimanches à applaudir ou huer, c'est ce qu'il voit. Donc, ce phénomène-là, ce phénomène d'arbitre-là, moi je pense que ça va devenir une épidémie. Et c'est de plus en plus le cas d'ailleurs. De plus en plus le cas. Celui qui perd tout de suite. Voilà. Généralement, celui qui gagne, il ne voit même plus les fautes de l'arbitre. Alors l'arbitre peut faire des fautes. Même si tu gagnes là, tu t'étais, il n'y a pas de problème. Mais généralement, on se plaint quand on a perdu. Et c'est dommage que il y a un problème que j'explique tous les jours. L'arbitrage que nous avons aujourd'hui là, nous, au niveau de la commission des arbitres, c'est ce qu'on a hérité.
C'est ce qu'on a arrêté. Ce n'est pas nous qui avons formé ces arbitres. Et ça veut dire que le niveau était comme ça depuis. Et ensuite, quand nous voulons commencer le championnat, chaque président de club a fait des recrutements, a recruté un entraîneur. Son effectif. Voilà, son effectif. À un mois à l'avance, préparer l'équipe, faire des matchs amicaux. Mais nos arbitres, ils étaient où dans tout ça? Les arbitres ont fait un an et demi sans compétition. Et du coup, on commence un championnat, on dit, bon, ok, et avec l'existant, ils n'ont plus de formation. Il y a des arbitres. Hier, moi, j'ai rencontré, la dernière fois, j'ai rencontré un élève arbitre à Mémérèquin, qui m'a dit qu'il est de Camia. J'ai dit, mais pourquoi il est élève d'arbitre et il n'a pas. Pourquoi il est toujours élève d'arbitre? Donc, je l'ai dit plutôt, je l'ai demandé, il est élève d'arbitre depuis quand il m'a dit qu'il est élève d'arbitre depuis 8 ans. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas au moins arbitre d'ici? Il m'a dit, il n'a pas eu examen depuis. Voilà le problème. Il n'y a pas eu d'organisation des arbitres pendant des années. 3 ans, 4 ans, 5 ans, des gens sont dans le même grade. Imaginez que vous recrutez des élèves dans un collège là, ou bien, et pendant 8 ans, vous ne faites pas d'examen. Les élèves sont en train de faire ce qu'ils veulent dans les mêmes classes là. Mais il n'y a pas de motivation. Donc les gens n'évoluent pas. Et si les gens n'évoluent pas, parce que quand quelqu'un fait un examen, quand il réussit, il faut le former pour le nouveau galon. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Donc, la réalité est que nous avons hérité des arbitres qui sont en manque de compétition, en manque de formation. Ça, c'est un côté. L'autre côté aussi, je n'ai pas de preuves, mais tout le monde sait ça. Nous avons aussi hérité des arbitres excusez-moi, dans le système que les gens utilisaient. Nous, au niveau de la commission des arbitres, j'ai fait, après notre prise de fonction, on a fait une tournée nationale au niveau des 6 régions avec mon bureau. Et nous avons tenu des séances avec tous les arbitres de toutes les régions. Nous avons fait passer notre message, comment nous voulons travailler et comment nous allons créer de nouvelles conditions de travail et comment aussi nous allons sévir quand nous allons avoir des preuves qu'un arbitre a été corrompu ou bien un arbitre a volontairement voulu faire perdre une équipe ou bien voulu faire gagner une équipe. Et ça fait que nous sommes à une phase de changement où les arbitres eux-mêmes dans la psychose savent que la CA est en train de guetter la première personne qui va fauter et qui va servir de cobaye. Si un arbitre faute, si ça mérite la radiation à vie, nous le ferons. On ne va pas hésiter parce que les présidents de club, malgré la morosité, s'échinent à donner les bonnes conditions de travail, des bonnes conditions de compétition à leur club. Et il ne faudrait pas que quelques individus viennent gâter l'effort de ce que les gens font, les millions que l'on gaspille dedans. Et ce que j'ai dit, moi je voudrais que la plupart des présidents comprennent qu'il y a plein de fautes, il y a plein d'infractions qu'ils relèvent nos des arbitres là, qui en fait dénotent de leur manque de compétence, de leur incompétence. Il ne faut pas comprendre toujours que parce que l'arbitre a fait ci, c'est qu'il a la mission pour quelqu'un. Dans tous les cas, si même dans mon bureau de la commission des arbitres, il y a des gens encore qui se livrent à ces jeux, non, ils seront vite démasqués. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, je mets la main sur le cœur que je ne pense pas, avec la rigueur que je veux imprimer dans ces séances, je ne pense pas que des gens continuent encore pas à s'amuser. Et les arbitres qui le feront, Dieu fera que nous allons les découvrir et nous allons sanctionner avec la dernière rigueur. Donc les plaintes que les gens font relèvent un peu de ça. Mais de l'autre côté aussi, il y a plein d'équipes, plein de clubs qui ne sont pas préparés pour le championnat. Au moment où des clubs existaient 3 mois avant le championnat, on a connu des clubs qui ont fait un regroupement juste 2 semaines avant. Même une semaine, pourquoi pas. Des clubs, même à la première journée, même n'ont pas encore 10 licences. 10 licences. Moi, le Béki avait 23 licences au démarrage du championnat, parce que depuis mars déjà, l'équipe est constituée. Donc, il faut aussi que nous, dirigeants de clubs, on comprenne que nous devons travailler. Que toutes les fois que notre faiblesse est révélée lors de match, qu'on ne s'en prenne pas à l'arbitre. Sinon, les joueurs même ne feront aucun effort. Moi, vous ne me verrez jamais critiquer ou parler des arbitres devant mes joueurs. Pas du tout. Si ces joueurs même voient le président qui lui-même s'en prend à l'arbitre, ils vont dire, le président lui-même, il sait que c'est l'arbitre qui a fait qu'on a gagné. Mais vous ne lui donnez pas de bon exemple.
quand je vois plein de présidents qui se plaignent, qui, tout le temps à la télé, et dans les forums, tout ça là, moi je pense que nous devons être au-delà, nous allons nous mettre au-dessus de ces trucs-là. Et c'est dit que c'est le travail qui paye. Vous allez voir les équipes qui gagnent là, qui travaillent, qui vraiment font de bons résultats, vous ne les entendez jamais parler des arbitres. Ce n'est pas parce que les arbitres leur font des faveurs, mais c'est parce qu'ils travaillent. Quel que soit ce que vous faites, ils vont vous battre. Même vous pouvez, l'arbitre peut même être pour vous là, peut-être l'arbitre peut limiter les dégâts. Au lieu de prendre peut-être 4-0, peut-être ils vont gagner 0, mais 2-0. Donc moi je pense que la responsabilité est partagée. Les compétences des arbitres par manque de compétition et de formation, comme je l'ai dit. L'autre côté aussi, des équipes aussi mal préparées qui veulent forcément des résultats alors qu'ils ne méritent pas de faire des résultats. C'est tous ces ingrédients-là qui réunis sont effectivement la base de ce que nous constatons aujourd'hui. Vous l'avez si bien expliqué, les téléspectateurs, les présidents de club, les amoureux du cuiron ont compris le message que vous avez passé. Et tout à l'heure, à l'entendre, vous aviez dit que c'est près de 112 arbitres que vous désignez, que bientôt, avec le foot féminin qui s'annonce, on ira à près de 150 arbitres à désigner. C'est vrai que nous n'étions pas habitués au Bénin à organiser tous ces championnats, la désignation, je dirais, en même temps, je dirais, se faisait de façon manuelle. Aujourd'hui, désigner 150 arbitres. N'existe-t-il pas un autre moyen pour que la désignation soit plus fluide et plus judicieuse? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que je vous remercie beaucoup pour cette remarque qui m'avait effectivement échappé. Et quand nous on a pris fonction de la commission des arbitres, moi-même j'ai trouvé que c'est archaïque de désigner manuellement chaque semaine des gens, faire de 8h ou de 9h plutôt à 19h, c'est trop demandé. Nous avons demandé la confection d'un logiciel qui va nous permettre désormais de faire ce travail. Le logiciel est après, nous voulons l'expérimenter, nous allons l'essayer, nous allons faire des simulations. Et dès lors que ce serait prêt, ça veut dire désormais que quand nous allons déterminer les arbitres qui peuvent officier telle catégorie de match, dès lors que nous allons dans le système mettre les noms. Automatiquement le système va faire les dispatchs. La répartition se fait. Oui, ça le logiciel est déjà là, mais nous allons l'expérimenter d'abord avant de le rendre officiel. Donc c'est très bien que vous ayez touché ce point-là, parce que je dois le dire, mais ça m'avait échappé. Voilà, alors vous avez parlé de la formation qui manque, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, dans nos clubs, comme vous l'avez dit, la responsabilité est partagée. Vous avez parfois des présidents de clubs, c'est ce que nous remarquons en tant que reporters sportifs, qui sont les premiers même parfois à envenimer des situations, et du coup des joueurs même qui peut-être étaient sur le point de comprendre un peu s'enflamment encore, et ça ne fait pas du bien dans nos stades, parce que lorsqu'on voit un président de club fustiger l'arbitrage personnellement, donc ça encourage et supporters, et joueurs, et staff technique, tout le monde s'y met, et ça donne ce que ça donne. Heureusement, je le répète une fois, que la police républicaine est souvent là pour cadrer les choses. Merci beaucoup. Je crois que c'est l'un des fléaux aussi que nous devons combattre. On a effectivement parmi nous des présidents de clubs qui sont sur tous les terrains où se joue le match. Et ils sont les premiers à se lever avec des grands gestes. Vous voyez, c'est eux-mêmes qui incitent les supporters à la violence. Je crois que c'est un fléau, et au niveau du comité exécutif, nous devons prendre vraiment des mesures radicales. Puisque ça se passe mais au niveau des membres du comité exécutif, malheureusement. Malheureusement. On a eu des rapports de nos inspecteurs qui ont rapporté, mais certainement du comité exécutif qui, à la mi-temps même, viennent dans le vestiaire des arbitres faire du bruit. Ça là, je crois qu'on va arrêter. On attend des occasions, des réunions pour en parler et leur dire les limites de chacun. Un membre du comité exécutif, parce qu'il est président du club, n'a pas le droit d'aller sur l'aide de jeu ou bien à la mi-temps s'en prendre à un inspecteur. Non, pas du tout. Ça là, il faut qu'on soit responsable. Vous allez voir, moi c'est très rare d'abord de me voir dans un match de béquet. Et quand vous me voyez dans un match de béquet, quel que soit le score, vous ne verrez jamais aller vers un arbitre et dire quoi que ce soit. Je sais que chacun a son tempérament. Mais nous allons tout faire pour cultiver quand même la passion. Si
vous avez des preuves. Mais portez la réserve technique comme certains l'ont fait. Et qu'on fasse, mais aller menacer les arbitres, tenir des propos injurieux jusqu'à tenir des menaces contre l'inspecteur, je crois que certains présidents vont au-delà de leur prérogative. Il faut qu'on arrête, parce que si toi, président, tu es le premier à aller crier sur l'arbitre, mais comment tu peux arrêter la fougue des supporters qui n'attendaient que ça pour tomber sur l'arbitre, et après tu vas trouver que tu n'es pas responsable, c'est toi le premier responsable. Donc je pense que c'est un fléau. Et le comité exécutif va prendre des dispositions pour demander aux collègues qui veulent aller sur le terrain. Ils doivent aller sur le terrain en tant que spectateurs. Ils vont aller s'asseoir et regarder le match, mais pas en tant que moralisateur ou bien en tant que quelqu'un qui doit aller dire à l'arbitre ce qu'il doit faire. Un mot donc au président des clubs. Certains vous diront pourquoi est-ce que vous ne disciplinez pas vos troupes, mais je pense que la réponse est là. Nous avons vu désormais les arbitres qui ont été, on va dire, sanctionnés et dont la liste est désormais disponible. C'est déjà, on va dire, une grosse décision qui a été prise. Et il y avait des sanctions déjà à l'interne, mais le grand public n'était pas forcément informé. Voilà, je suis très content parce que vous avez vu ces sanctions c'était une date même de décembre. Oui. Moi, la commission des arbitres que je préside a pris service le 3 décembre. Déjà, vous allez voir, début décembre, il y a des sanctions. Oui. Voilà. Donc, certains pensaient qu'on ne prend aucune sanction. Quand on lit les forats, voilà, c'est le laisser aller, la commission du Guinéen, etc., etc. Mais quand la polémique commençait par prendre de l'ampleur, moi, j'ai demandé au comité exécutif que toutes les fois que nous avons été saisis par des preuves réelles, généralement la vidéo surtout. Voilà, quand nous avons des preuves, la commission technique, la commission analyse la vidéo et prend une décision. Et dès lors que l'arbitre est fautif, on le sanctionne. Et vous avez vu. Bon, maintenant, c'est à partir de jeudi que le comité exécutif m'a demandé en tant que président de la commission qu'il m'autorise à publier ces sanctions-là. Et c'est ça que nous avons fait ce matin. Et pardon, on a fait hier vendredi, on a fait ça pour montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'ils crient là qu'on est en train de sanctionner, mais des sanctions ont été déjà prises. Vous allez même voir que nos sanctions, on est allé jusqu'à retirer un arbitre du championnat. Oui. Vous avez vu, retrait, elle a été retirée. Oui, Foutinda Tempa Justine, pour insuffisance de prestations, a été retirée de la liste du championnat. Voilà. Et c'est une sanction qui remonte au 15 décembre. Voilà, voilà, alors que nous, on a pris service le 3 décembre. Donc ça doit montrer aux gens que ceux qui pensaient que la commission des arbitres ne fait rien, ils regardent seulement les arbitres faire. Je crois que ces résultats-là, cette publication doit leur dire, en fait, les gens travaillent, mais on n'était pas informés. Et il faut que les gens comprennent que la commission des arbitres est formée de gens très responsables, qui ne peut pas laisser faire nous-mêmes. En notre sein, on n'est pas d'accord avec certaines choses. Et c'est ça qui, est-ce que vous avez vu les sanctions qu'on avait à prendre? Oui. Et je crois que si les gens veulent que ça marche, ils doivent quand même féliciter pour ces mesures prises. Bon, j'ai reçu certains écrits où les gens trouvaient que suspension de 4 matchs, 3 matchs, que c'est faible. C'est faible. Mais ils ne savent pas. Pour un arbitre international qui reçoit une sanction de 4 matchs, ça veut dire presque 1 mois sans arbitrer. C'est énorme. Et aussi, c'est peut-être pour glisser une idée dans ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous avez autant d'arbitres si vous en sanctionnez, pendant que vous sanctionnez, quand il y a peut-être 15 arbitres, par exemple, sur la liste, qui pendant 1 mois seront indisponibles? C'est du travail que vous vous donnez. Déjà, il fallait 100 et quelques par week-end. Maintenant, pendant 4 week-ends, vous allez faire 115 arbitres. C'est du travail. Voilà, c'est justement le problème. Le fait qu'il n'y a pas eu des examens, donc on n'a pas des arbitres de haut niveau. Et ensuite, nous n'avons pas encore à l'international beaucoup d'arbitres. C'est d'ailleurs insuffisant pour le Bénin, ce qui fait que les déviations sont souvent faibles. Et si nous sanctionnons encore nos internationaux de 10, 20, 30 matchs, ou bien c'est comme les gens le disent, nous pénalisons même le Bénin aussi à l'international. Parce que les sanctions que nous prenons à l'interne auront aussi une répercussion à l'international. Il faut que les gens le sachent. Déjà qu'un arbitre a été sanctionné pour 4 matchs, pour nous qui sommes dans la commission, nous savons que ce n'est pas quelque chose de minime. Ces arbitres-là, si vous allez dans
intérieur, mais ils souffrent. C'est forcément des tâches qui vont figurer dans leur CV. Ça va rentrer, forcément. Ça va jouer sur les nôtres. Ça peut les décrocher de l'international à la fin de la saison. Donc, que les gens pensent que nous, les sanctions seront plus sévères pour nous quand c'est des trucs de corruption. Hein? Et avéré que quelqu'un a pris de l'argent, quelqu'un a fait ceci. Mais, quand on dit que quelqu'un a seulement manqué de voir une faute, hein? Il a pensé que c'est la main, alors que la main n'a pas touché. C'est très subtil. Vous voyez même à l'international comment les arbitres sont obligés d'aller faire recours d'abord à la vidéo avant de dire. Donc pour ça, il y a des sanctions, des sanctions où nous-mêmes parfois assis dans nos salons, ou bien sur les gradins, on a du mal à apprécier une faute, et c'est quand le ralenti vient qu'on voit, qu'on demande à l'arbitre qui au même moment court que le joueur qui a fait la faute. C'est pas facile. Mais c'est pas pour ça que nous allons nous dire que on va laisser faire. Mais penser que 4 matchs de suspension, c'est peu. Certains disent mais qu'il faut aller jusqu'à une saison entière. Alors si nous allons à des sanctions comme ça, nous-mêmes Béninois, nous sanctionnons à l'international. Et le Bénin risque d'ici à là de ne plus avoir des arbitres sur FIFA sur le plan international. On n'aura plus d'arbitres qui seront désignés pour aller à l'extérieur. Ces sanctions que nous sommes en train de prendre déjà pour nous, arbitres, nous savons que c'est des sanctions qui ont une répercussion très sérieuse, d'abord sur les carrières et sur le moral. Et ceux qui sont derrière vont comprendre que si ils continuent, c'est qu'ils vont prendre des sanctions plus lourdes. Donc c'est déjà un signal fort que les gens puissent constater. Mais tous les arbitres étaient informés des sanctions. C'est le public qui ne savait pas, puisqu'on a un forum de tous les arbitres. Quand il y a sanction, ils sont informés. Celui-là est sanctionné pour 4 matchs, celui-là est sanctionné pour 2 matchs, il ne va plus habiter, tout le monde le sait. Mais c'est vous, public, le grand public, qui ne le savait pas. Oui, Président, c'est bien beau toutes les réformes ou tout ce qui se met en place pour que désormais le ballon puisse bien rouler et que chaque acteur à divers niveaux puisse faire son devoir, notamment les arbitres. C'est de ces hommes en noir que nous parlons. Mais dites-nous, aujourd'hui, que fait le nouveau comité exécutif pour pouvoir mettre les hommes en noir à l'abri de la tentation? Quand je parle de la tentation, on sait tous que quand la population disent que tel arbitre est en mission, et c'est forcément qu'il a reçu de l'argent pour pouvoir accomplir sa mission. Que fait le comité exécutif pour mettre ces gens à l'abri de la tentation? Effectivement, c'est un gros point. Actuellement, nous sommes, je crois, à 10 journées sans paiement des honoraires des arbitres. Effectivement, les arbitres voyagent à l'heure où je parle, à leurs frais. Et ça là, nous avons eu ce problème à cause de la réforme au niveau du système comptable. Parce que désormais, les fonds FIFA que nous logeons dans nos comptes à la fédération ne peuvent plus être décaissés et payer quelqu'un en espèces. Il faut nécessairement communiquer un relevé d'identité bancaire pour qu'il y ait traçabilité. Et comme ce système-là n'était pas connu, on nous avait déjà averti qu'à partir de janvier, tout arbitre qui n'a pas de RIB, tout arbitre qui ne va pas produire ne sera pas payé. Un compte bancaire. Et nous avons pris des dispositions pour informer tous les arbitres au moins 3 semaines à l'avance, avant fin janvier. Mais vous connaissez très bien, il y a des arbitres qui n'avaient pas de compte. Il y en a qui traînent toujours. Il y a des gens qui n'avaient pas de compte. Parfois même c'est des élèves. Oui. Donc ils n'ont pas de compte, il faut aller ouvrir des comptes, il faut faire ci et ça. Et ça a mis du temps. Or, nous avons pris, quand j'ai pris service, quand on a pris fonction plutôt, on avait déjà hérité de 6 journées non payées. Nous avons lutté pour que ces journées soient payées. Et il fallait justifier ces sous-là aussi avant de prendre d'autres sous. Et tout ça là, ça a mis des problèmes au niveau des arbitres qui étaient très loin de Cotonou, le temps d'envoyer les justifs, c'est tout un truc. Mais à la date d'aujourd'hui, tout est bien. Et hier vendredi, mon vice-président m'a appelé pour dire président, nous sommes à jour vis-à-vis des sous qu'on a décaissés. Et nous allons, la semaine qui vient, là, nous allons, je crois, régler définitivement ce problème. Et nous allons demander, les arbitres qui n'ont plus de RIB, qui n'ont pas de leur relevé d'identité bancaire, ils seront responsables du fait qu'ils n'ont pas pris leur honoraire. Oui. Ceux qui auront leur relevé d'identité bancaire auront effectivement payé. Ça, là, ce serait réglé d'ici la semaine prochaine. Et de l'autre côté aussi, nous, dans le cas des réformes au niveau de la commission des arbitres, nous avons une réunion avec le comité exécutif la semaine prochaine
au cours de laquelle nous allons faire une suggestion. La suggestion est quoi? C'est que nous voulons désormais que la fédération signe un partenariat avec des compagnies de transport, avec des hôtels, pour qu'un habit qui va quitter Parakou pour aller habiter un match à Porto-Novo ou à Pobé, qu'il ait seulement un bon d'aller au niveau de la compagnie de transport agréée par la fédération et que son déplacement se fasse sans que lui-même ne débourse un franc, en aller et retour. Arriver aussi dans la ville où il doit officier le match, il doit avoir un hôtel correct qui a été réservé pour lui. Et restauré. Dès lors qu'il va, il sera hébergé et restauré au fait de la fédération. À son retour, on peut maintenant virer. Dès qu'on a constaté que le service est fait, on peut maintenant virer ses honoraires du fait qu'il a officié le match là. On peut virer ça désormais dans son compte immédiatement la semaine qui suit le match qu'il a officié. Voilà les réformes sur lesquelles nous tendons. Dès que nous allons régler tout ça, je crois que nous allons régler définitivement cette réforme. Mais malgré ça, l'homme étant l'homme, nous avons chacun... Il y a toujours des brebis. Voilà, nous avons chacun reçu une éducation. Il est possible que malgré ça, que des gens puissent se laisser aller par la tentation du bien faible, mais ils seront démasqués. Et même le président ou les responsables qui vont le faire, moi j'ai demandé aux habitants lors de ma tournée que si ils ont été approchés par des responsables de club, ils n'ont qu'à venir les dénoncer. S'ils ne les dénoncent pas et que nous soupçonnons, généralement c'est la radiation, parfois à vie. Donc c'est pour dire, nous allons faire ce que nous allons faire dans les réformes, mais ça va substantiellement réduire ces genres de manœuvres. Et là, ceux qui, par éducation, par gourmandise, veulent continuer à prendre de l'argent pour négocier les marges, je crois qu'on va mettre un système d'enquête qui va les démasquer et ils seront mis au état de nuit. Voilà, Président, cet entretien tire à sa fin. On va vous laisser la carte blanche. Vous avez peut-être un sujet que vous voudrez évoquer, que nous, on n'a pas évoqué avec vous. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que je tiens à vous remercier et je tiens aussi à remercier tous les amis téléspectateurs de ETélé et toutes les fois que mon programme le permet, quand je viens dans le Septentrion, ça fait plaisir que je viens vers vous pour éclairer les uns et les autres. On a parlé de BKFC, on a parlé de la fédération, on n'a pas parlé de l'amicale. Moi, en tant que président de l'amicale des acteurs pour le développement du football dans le Septentrion, je dis que je suis très heureux de la prestation de mes équipes. Aujourd'hui, quand vous prenez le championnat en première division, vous comprenez que les équipes de l'amicale ne sont pas à la traîne. Que ce soit Buffle, Béquet ou... USB, Real Sport. Non, je parle de première division même. Première division. Buffle, Béquet et Panthère. On est, je crois, dans les 5 premiers. Quand vous allez en D2, vous comprenez aussi que Real est toujours en tête. Et Zazira, Dynamo aussi sont vraiment dans le peloton de tête. Ouais. Ils ne sont pas derrière. Quand vous prenez aussi au niveau de la troisième division aussi, où est aussi Union Sportive de Borgou, Entente du Kandi aussi. Oui. Bon, Asso Donga, Lyon FC aussi, je crois que eux aussi. Et bon, c'est que ici, on peut dire que toutes les équipes sont de l'amicale pratiquement celles qui sont là. Oui. Mais malgré ça, quand même, nous pensons qu'elles ont un très bon niveau et certainement quand nous allons faire la phase nationale, oui. on souhaite encore que ce soit une équipe de l'amicale ou bien 2 équipes de l'amicale qui montent en troisième division. Donc c'est pour dire que il est toujours bien, de partager notre idée, notre initiative de fédérer nos efforts dans le Septentrion pour développer le football. C'est récent, puisque on a dit développement du football. Et juste là, les actions qu'on fait, quand nous voyons nos résultats, on sent qu'alors que le football atteint le point de l'ascension dans le Septentrion. Comme il est tout dit, ce n'est pas du régionalisme. Si ce n'est pas du régionalisme, si chaque région pouvait nous imiter, oui. Le football national prendra alors de l'ascension. Et c'est ça qui est plus important. Donc je tiens ici encore une fois
à remercier tous les acteurs qui sont derrière moi dans cette amicale-là, particulièrement le président Yansounou, le président Fawaz, le président Labi aussi, de Antoine du Kandi, tous ceux-là, nous nous tenons la main dans la main pour travailler afin que le développement tant prôné du football dans notre région ne soit pas un vain mot, mais que ça soit une réalité. Et cette ascension des clubs qui sont membres de l'amicale des acteurs pour le développement du football dans le Septentrion, cette ascension est due au fait aussi que vous avez organisé un tournoi, l'amicale a organisé un tournoi qui a réuni pratiquement tout le Septentrion et même des équipes venues du Sud. Je vais citer Requin FC. Aujourd'hui, c'est un tournoi que beaucoup de gens se demandent, est-ce qu'on aura une deuxième édition, parce que tellement ça a fait du bien, tellement les gens en veulent encore pour pouvoir se mettre en jambe avant la prochaine saison. Oui, mais absolument, nous devons organiser encore une deuxième édition. Je crois qu'à la fin de l'autre édition, on a déjà choisi que le lieu que nous allons faire serait Nati Tengu. Oui. Ce serait rotatif, ce serait Nati Tengu. Je crois que nous allons prier Dieu pour qu'on puisse réunir les moyens. On va chercher beaucoup de sponsors, que ça ne soit pas seulement de la poche de quelques présidents. On va chercher des sponsors très tôt pour le faire à Nati Tengu. Et moi, je crois que nous allons encore faire cette fête-là. Et vous allez vous déplacer, nombreux pour venir faire la fête du football dans le Septentrion à Nati Tengu. Une ville d'abord touristique que beaucoup de gens aiment y aller. Oui. Et ce n'est pas nous qui allons manquer ce rendez-vous. Voilà, dernier mot, vous êtes membre de la fédération. Le Bénin va prendre un tournoi important. C'est le dernier match des éliminatoires de la CAN 2019. Oui. Oui, Bruno, juste avant que le président ne se prononce sur cela, je voudrais bien qu'il donne ou qu'il dise un mot d'espoir aux plus petits, aux plus jeunes, c'est-à-dire. Vous voulez parler de la régionale? Ces clubs de la régionale qui attendent toujours le lancement de leur championnat. Vu que la Vitalor Ligue 3 est déjà lancée, il ne reste que le championnat départemental. Là, vous posez la question en tant que dirigeant de Atlético. Voilà, je comprends la préoccupation de M. Babatunde en tant que membre dirigeant de Atlético de Parakou. Oui. Je crois que chacun prêche pour sa paroisse. Sa paroisse, c'est ça. Voilà, donc le lundi prochain, déjà, nous allons installer la Ligue départementale Borgou à 15h à la Ligue. Et le dimanche, donc demain, nous allons installer celle de la Liborie à 10h à la mairie de Kandi. Donc cela veut dire que ces ligues-là seront autorisées officiellement à lancer les hostilités. Je sais que la plupart de ces ligues déjà ont devancé les faits, hein, je sais. Et je crois que la Fédération béninoise de football a bien compris que le football, d'abord, c'est au niveau des départements. Tous les joueurs que nous utilisons béninois, là, ont commencé par le bas. Oui. Donc ça veut dire quelque part, nous devons aussi tout faire pour encourager l'émergence de ces jeunes-là. Et dans notre réforme, je pense que vous allez voir que par rapport à avant, il y aura quelque chose qui sera fait pour améliorer vos conditions de travail. Bénin-Togo, c'est dans un mois pratiquement, ça va être notre match, comme on le dit, de la vie ou de la mort pour aller disputer la CAN 2019 en Égypte. Un mot en tant que membre de la fédération. Merci beaucoup. Je pense que ça avait été le sujet le plus important lors de mon dernier passage ici avec le coach Béchi. Oui. Avec vous, on avait discuté et j'avais dit quelque chose. Parce que vous m'aviez dit, mais président, vous venez de prendre la fédération, c'est que vous n'êtes pas comptable, c'est pas vous qui avez géré l'équipe. Et j'ai dit non, c'est une continuité que nous allons continuer comme si c'est nous qui avions commencé. Et vous avez vu notre premier match quand nous sommes allés au Togo, oui. Comment la fédération a mobilisé le monde, comment la fédération a mobilisé les moyens pour que nous allons au Togo. Malheureusement, le match avec la Gambie n'a pas été ce que nous voulons. Mais le match avec le Togo, le 22 mars prochain, c'est un match capital pour tout Béninois et particulièrement pour la Fédération béninoise de football. Je crois que nous allons mettre tous les moyens, je dis, pour que nous remportons ce match-là. Et j'ai lu dans certains forats où des gens pensent que la Fédération ne fait rien, que les Togolais sont en train d'y aller par le match. Que nous, on ne peut pas parler les matchs de football dans des forats.
On ne prépare pas les matchs de football en bavardant. La préparation des matchs de football, c'est toujours une équipe qui se charge de ça, bien organisée. Je crois que la fédération ne tord pas. On a pris des dispositions dans ce match en train d'être préparé depuis des mois déjà. Et au mois prochain, vous allez voir le résultat. Voilà. Alors, une toute petite intervention encore, ça nous avait échappé. Vous avez fait œuvre utile le week-end dernier. Vous avez doté, on va dire, je dirais Bembereke, pratiquement, je ne dirais pas BKFC, mais Bembereke, désormais d'un tableau pour les arbitres, pour les remplacements et pour signaler le temps additionnel. C'est un geste personnel que vous avez fait en tant que président de club. Merci. Je crois que ce n'est pas moi qui ai fait le geste. Celui qui a fait le geste, c'est lui qu'on voit là, sur l'écran là. Oui. Et c'est mon neveu, Koto Chabi Aziz, qui, je crois, est un journaliste. Un journaliste, oui. Voilà, et je crois qu'il doit être responsable des radios communautaires. Oui. C'est lui qui a dit, mais président, on ne va pas vous laisser tout seul faire ce travail. Moi, votre neveu, je veux porter ma pierre à l'édifice. Il m'a dit, je veux aussi vous aider en dotant le terrain de Bembereke de ce tableau-là. J'ai dit, mais tiens, merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'avant le match, le lancement du match de Béké Soleil, j'ai exigé qu'il soit là pour qu'on présente ça à la population, afin qu'on cesse de voir désormais de façon ridicule des petits ardoises sur lesquels on écrit les numéros des remplaçants. Donc, merci beaucoup à lui. Et je sais que beaucoup de fils de Bembereke, d'ailleurs sympathisants, vont lui emboîter le pas pour que je ne sois pas seul dans la lutte pour mener Béké au haut du championnat. Forcément qu'avec ce geste qu'il vient de poser, on l'a vu, c'est un Makoua très joli. Et en plus de la pelouse synthétique qui sera posée bientôt, et Béké rentrera forcément dans les grandes villes, les villes dotées de terrains, de gazon synthétique, les villes ayant des infrastructures adéquates pour la pratique du sport roi. Merci à vous, Dieudonné Bobatunde. Merci à vous, Président Francis Kotogui. Avec vous, il a été question de nos différents championnats qui ont été lancés il y a déjà quelques mois. Il a aussi été question du niveau de l'arbitrage et de ce qui se fait au niveau de la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football. Avec vous, on a aussi parlé de la forme actuelle de Béké Football Club dans ses prestations en première division. On a également parlé de l'amicale des acteurs pour le développement du football dans le Septentrion. Merci une fois encore d'avoir honoré de votre présence notre invitation à cette émission. On espère que les téléspectateurs ont pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Merci donc à vous d'être restés en notre compagnie pendant 90 minutes de débat autour du football national. C'était donc une émission qui est sortie des sentiers battus. On n'a pas parlé du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On n'a pas parlé du Real Madrid en Ligue des Champions. Mais il était utile une fois que nous puissions marquer un arrêt et regarder dans notre football et en parler. Merci à vous, Président. Merci à vous, Dieudonné Bobatunde, de nous avoir accompagnés dans ce débat. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une autre émission et un nouveau numéro de votre émission Weekend Sport.